Clivage gauche-droite, ordre, chaos et transition de phase. Article 6/8. Écrit par Nîmes. Intéressons-nous enfin aux conséquences politiques et tentons de comprendre ce qui se cache derrière ce mouvement qui nous a amenés là où nous sommes aujourd'hui au travers de la succession des formes diverses que sont la cité grecque, l'empire d'Alexandre le Grand puis l'empire romain, l'Église catholique pour finalement aboutir, pour l'instant, à ce système démocratique libéral qui s'étend sur la planète. Comme évoqué dans les articles précédents, il existe une double pulsion au sein de l'univers. L'une cherchant à unifier, homogénéiser, et l'autre à ordonner, à séparer. Cela pourrait constituer les deux pôles formant les pulsions sinistristes, de gauche, et d'extristes, de droite, qu'on pourrait résumer au chaos et à l'ordre. C'est d'ailleurs la façon dont Curtis Yarvin voit les choses, mais je suis cependant partiellement revenu de cette vision car je ne crois pas que les gens de gauche cherchent le chaos, la mort. Le seul à qui on pourrait prêter la volonté d'aller vers le chaos, l'indifférencier, c'est sûrement Jésus et c'est bien pourquoi son projet n'était en rien politique. Défendre une vision politique, c'est nécessairement défendre un certain agencement des choses, un ordre. Malléabilité et stabilité. L'organisation est propre à tout système organique soumis à l'évolution. Afin de perdurer dans le temps, un système organique va devoir trouver un compromis entre la malléabilité et la stabilité. Il en est de même pour une société. Trop de malléabilité conduira nécessairement au chaos. De la même façon, l'ordre ne saurait se justifier par lui-même, tous les ordres ne se valent pas. Mais l'évolution requiert plus que la simple capacité à changer, à subir des variations héréditaires. Pour s'engager dans la saga darwinienne, un système vivant doit d'abord être capable de trouver un compromis interne entre malléabilité et stabilité. Pour survivre dans un environnement variable, il doit être stable, certes, mais pas au point de rester éternellement statique. Elle ne doit pas non plus être instable au point que la moindre fluctuation chimique interne entraîne l'effondrement de toute la structure vacillante. Stuart Kauffman, Atom in Universe. Alors la gauche chercherait la malléabilité et la droite la stabilité. Cela aurait du sens puisqu'on observe aujourd'hui que la gauche cherche à égaliser, à déconstruire, à niveler alors que la droite veut que la France reste la France. Cette façon de voir les choses est alors tentante, et par certains aspects elle peut se confondre avec la recherche de chaos et d'ordre. Mais chercher constamment la malléabilité conduit au chaos, et la recherche de l'ordre pour l'ordre quitte à défendre un ordre passé qui n'est plus adapté conduira elle aussi certainement à la mort. Certaines valeurs peuvent changer de camp selon le contexte. Par exemple, pourquoi la liberté, fut-elle une valeur de gauche au moment de la Révolution, est une valeur de droite aujourd'hui? Idem pour la nation. Tout simplement car elles sont nées dans le contexte extrêmement hiérarchique de l'ancien régime qui incarne l'essence de la droite. Ce régime proposait un ordre qui n'était plus adapté au nouvel environnement qu'amenait la révolution industrielle et la nation comme la liberté amenait plus de malléabilité. Ayant basculé dans un monde tendant très fortement à gauche avec un excès de malléabilité, elle représente aujourd'hui des sources de stabilité permettant de revenir vers plus d'ordre. Qu'est-ce que l'ordre? L'ordre est souvent confondu avec autorité ou avec hiérarchie. La notion d'ordre est en réalité intimement liée à la notion d'information. L'ordre est un moyen de mémoriser et d'échanger de l'information. C'est pourquoi la vie a pour but d'ordonner l'information et c'est pourquoi l'ordinateur est le prolongement de la vie. Cela reste ce que la gauche comme la droite cherche à effectuer au mieux, puisqu'un système ne pouvant plus stocker et échanger d'informations meurt. Ce que l'on appelle une société fonctionnelle parvient à faire cela. La vraie différence entre la gauche et la droite est que la gauche va chercher plus d'uniformisation alors que la droite va mettre l'accent sur la différenciation. La gauche pense que la société sera plus fonctionnelle si tout le monde peut participer sans discrimination, plus d'inclusion. La droite pense au contraire que ce qui rend une société fonctionnelle repose sur l'institution de discrimination, un système hiérarchique aristocratique. La gauche aura ainsi une tendance à encourager l'horizontalité, l'égalité et la sympathie pour les faibles alors que la droite aura tendance à favoriser la verticalité, la hiérarchie et l'empathie pour les forts. Et c'est pourquoi, dans une certaine mesure, on peut dire que la gauche cherche le chaos, la malléabilité, l'indifférenciation et la droite l'ordre, la stabilité, la différenciation hiérarchisée. D'une autre façon, il ne serait pas complètement idiot de voir la gauche et la droite comme défenseurs de deux supports privilégiés de l'information. Comme nous l'avons dit précédemment dans l'article sur la morale aristo-archilochienne, les gènes, mais aussi notre cerveau vont être des moyens de stocker et traiter de l'information respectivement via les gènes et l'intellect. J'ai également mis en avant comment l'évolution entre deux supports d'information va conduire à un tango entre deux supports en compétition. On peut donner plus d'importance au support selon sa primauté ou son efficacité. La droite semble avoir tendance à favoriser le support antérieur et la gauche le dernier support apparu,
plus efficace. Le cerveau et la conscience qui l'accompagnent nous permettent une efficacité accrue du traitement d'informations, donc de la dissipation d'énergie, donc cela est intimement lié à notre rôle dans l'univers. Mais ils ne peuvent exister sans le corps qui n'existerait pas sans les gènes qui eux-mêmes n'existeraient pas sans la Terre et on pourrait remonter cette chaîne jusqu'à l'univers. Ainsi, nous existons par l'univers et pour l'univers. Les gens qui accordent plus d'importance à vivre par l'univers auront une tendance conservatrice et ceux qui accordent plus d'importance à vivre pour l'univers une tendance progressiste. La gauche aura tendance à s'émanciper de ce qui fait de nous des êtres biologiques et à tendre vers des concepts plus abstraits que l'on peut formuler par la raison, quand la droite aura, elle, tendance à privilégier ce que nous avons de biologique, nos gènes et notre corps comme source d'information principale à prendre en compte. Beaucoup de gens à gauche vont nier l'importance des gènes dans nos comportements et nos traits de caractère, favorisant toujours une explication sociale, ce qui est un travers progressiste. Mais certaines personnes à droite, que l'on peut qualifier d'ethnonationalistes ou racialistes, pousseront le trait inverse à son paroxysme en voyant la culture seulement comme l'expression des gènes. Cela me semble faux. Par exemple, rien dans vos gènes ne vous prédestine à parler français, or le langage est une composante fondamentale de la culture et de l'identité. Ironie du sort, par leur communication visant à véhiculer une information au plus grand nombre, ils cherchent à influencer la culture de la société par le même trahissant ainsi le socle même de leur rhétorique. Car si tout était génétique alors ils n'auraient pas besoin de chercher à convaincre, ce serait même peine perdue puisque seule l'information contenue dans les gènes importerait. L'action humaine la plus noble vise nécessairement à instituer un ordre juste et cette pulsion est donc aussi bien de droite que de gauche, mais leur vision de l'ordre juste différera et permettra d'osciller entre cet optimum. Ce qu'on appelle extrême droite et extrême gauche n'est alors jamais que ces mouvements qui veulent imposer un ordre horizontal ou vertical. On ne peut pas imposer la malléabilité au système néganthropique qu'est la vie et c'est pourquoi les systèmes communistes finissent toujours par imposer un ordre despotique amenant quand même au chaos. Il n'est pas difficile de comprendre pourquoi imposer le chaos est une mauvaise chose, mais il n'y a rien de noble non plus à vouloir conserver ou imposer un ordre inique. Les quotas à l'embauche sont une forme d'imposition du chaos en cela qu'ils visent à augmenter l'uniformisation, mais est-ce juste ? L'islam amènerait de l'ordre, mais est-il bon pour autant ? Ce qui compte n'est pas l'ordre pour l'ordre, mais la vie dont découle l'ordre juste. Méfiez-vous des gens désireux d'imposer l'ordre. Si tu imposes la vie tu fondes l'ordre, et si tu imposes l'ordre tu imposes la mort. L'ordre pour l'ordre est caricature de la vie. Antoine de Saint-Exupéry, Citadelle. Toutefois, je ne suis pas en train de renvoyer dos à dos l'extrême droite et l'extrême gauche. L'extrême gauche n'a jamais marché nulle part et n'a aucune chance de marcher. L'extrême droite peut parvenir parfois à établir une hiérarchie assez efficace mais son ordre deviendra toujours inique sur le long terme. Ludwig von Mises ne disait d'ailleurs rien de différent sur le fascisme en 1927. On ne peut nier que le fascisme et les mouvements similaires visant à l'établissement de dictatures sont pleins des meilleures intentions et que leur intervention a, pour le moment, sauvé la civilisation européenne. Le mérite que le fascisme s'est ainsi offert restera éternellement dans l'histoire. Mais si sa politique a apporté le salut pour le moment, elle n'est pas de nature à promettre un succès continu. Le fascisme était une solution de fortune. Le considérer comme quelque chose de plus serait une erreur fatale. Ludwig von Mises, libéralisme. Un ordre juste. Je crois que l'ordre juste ne n'est qu'au centre. Une fois ce nouvel ordre installé, la droite le conservera par recherche de stabilité et la gauche tentera de le déconstruire par recherche de malléabilité. Il me semble qu'il est alors sain d'adopter une position intermédiaire. Nous changeons constamment l'humain et son environnement via l'évolution darwinienne et la technique. Ainsi, ce qui fonctionnait hier peut s'avérer obsolète aujourd'hui, car cela n'est plus adapté au nouvel environnement que nous nous sommes nous-mêmes créés. C'est ce que l'on appelle l'effet de la Reine Rouge. C'est pourquoi les libéraux estimeront que la méritocratie reste le système le plus juste, ou du moins, la pire façon de fonder les distinctions sociales, à l'exception de toutes les autres, comme le tweetera Olivier Babot reprenant une formule célèbre de Churchill sur la démocratie. Je suis d'accord avec ça. La méritocratie semble être le meilleur moyen pour faire émerger une hiérarchie la plus juste possible. Et je crois qu'il a raison de mettre en avant qu'il n'y a pas de système parfait, même si certains sont mieux que d'autres. Parce que nous procédons par essai-erreur, il est toujours possible que notre système soit perfectible. Ainsi, plus que de chercher le système idéal, il est préférable de connaître comment mesurer le facteur clé qu'on a continuellement cherché à atteindre en oscillant entre les différents systèmes qu'on a vus se répéter dans l'histoire. Plus que d'être adapté, une société se doit d'être adaptable. Une société trop rigide pourra être très adaptée aux conditions du moment et disparaître faute d'adaptabilité sous des conditions changeant drastiquement. Ainsi,
Il n'y a pas un côté mauvais et l'autre bon. Ils constituent deux processus qui permettent à un système de perdurer dans son être sans se pétrifier, ou tomber dans la décadence. Pourquoi cette continuité au travers et en dépit des transformations et des bouleversements les plus énormes? C'est une des énigmes historiques les plus troublantes qui soient. On peut observer en tout cas que les nations européennes surent inventer de siècle en siècle des instruments politiques inédits qui permirent la continuation de l'aventure. Quand le dispositif politique, c'est-à-dire aussi, indissolublement, social et moral, semblait avoir épuisé ses possibilités, quand il aurait dû se pétrifier, ou entrer en décadence ou en décomposition, les Européens inventèrent des artifices immenses et audacieux, comme de grandes arches lancées sur le ravin du temps. Je n'en mentionne ici que quelques-uns. Au lieu de s'immobiliser dans une féodalité prisonnière des dominations locales, ils construisirent l'étrange paradoxe, si bien décrit par Baudin, d'un souverain absolu exerçant son autorité sur de libres sujets. Après que cette formule eut épuisé ses vertus dans le développement de grandes monarchies bien administrées et très civilisées mais privées de liberté politique régulière, ils instituèrent un artifice tout aussi improbable, le gouvernement représentatif. Pierre Manant, La raison des nations. Je crois que les civilisations ont effectivement un cycle de vie et qu'elles meurent quand elles ne parviennent plus à trouver cet optimum et qu'elles finissent, soit par se désagréger dans une malléabilité trop grande sans parvenir à retrouver un ordre, soit par disparaître faute de pouvoir s'adapter à un changement nouveau, à cause de leur rigidité. Peu importe que vous vous définissiez comme progressiste, conservateur ou réactionnaire, ce qui compte est de savoir quel ordre vous défendez et en quoi ce dernier serait plus juste. Si vous voulez conserver un ordre juste, en bâtir un plus juste, ou déconstruire un ordre inique, alors nous sommes ensemble. À ce qu'assurent les doctes pythagoriciens, Caliclès, le ciel et la terre, les dieux et les hommes sont liés entre eux par une communauté, faite d'amitié et de bons arrangements, de sagesse et d'esprit de justice, et c'est la raison pour laquelle, à cet univers, il donne, mon camarade, le nom de cosmos, d'arrangement, et non celui de dérangement non plus que de dérèglement. Platon, Gorgia. Pour les Grecs, un ordre cosmique est juste lorsque chaque chose est à sa place, dans un bon arrangement. Mais comment savoir si un certain arrangement des choses serait plus juste qu'un autre? On aurait tort d'imaginer que chaque chose à sa place signifie que l'on trouve un équilibre où tout devient immobile. L'ordre des choses, la permanence, c'est le mouvement. Comme indiqué, on peut tout à fait imaginer les sociétés humaines, et plus généralement toutes les organisations humaines comme les entreprises ou la religion, comme une entité répondant au même principe qu'un organisme. Il est d'ailleurs heureux de remarquer que les organisations humaines entrent dans la définition de la Life de Stuart Barnett en tant que structure dissipative capable d'autocatalyse, d'homéostasie et d'apprentissage. Ainsi, d'un point de vue politique, ce que nous devons chercher, car il constitue l'ordre le plus juste, est le système qui va permettre de trouver un optimum dans ce compromis entre la stabilité et la malléabilité, notre but restant, je le rappelle, de stocker au mieux l'information afin de créer de l'énergie libre que l'on transformera en travail mécanique le plus efficacement possible, ce qui générera de l'entropie via la dissipation d'énergie. Il conviendra donc de mesurer un facteur clé qui est la production d'entropie ou la dissipation d'énergie. Phénomène intéressant que met en avant François Rodier dans son livre Thermodynamique de l'évolution, le PIB, produit intérieur brut, d'une société est une mesure de son taux de production d'entropie. Le pouvoir d'achat ne représente d'ailleurs jamais que l'énergie dissipable par unité monétaire. Et notre pouvoir d'achat augmente quand le prix de l'énergie baisse. En cela la question du pouvoir d'achat, souvent regardée de haut, est en fait extrêmement importante et directement liée à la question de la civilisation. La conséquence économique de cette situation est capitale, le pouvoir d'achat augmente quand le prix de l'énergie baisse. Plus nous disposons d'énergie en grande quantité et à bas prix, plus notre pouvoir d'achat, au sens premier du terme, le pouvoir d'acheter des choses, augmente, puisque nous pouvons transformer et déplacer plus de matière par heure travaillée. Jean-Marc Jancovici, Changer le monde. Jean-Marc Jancovici met lui aussi ce phénomène en avant, le PIB mondial est intimement lié à l'énergie utilisée. En d'autres termes, les pays au PIB le plus élevé sont ceux qui consomment le plus d'énergie et qui produisent donc le plus d'entropie. On peut donc imaginer que les pays au PIB les plus élevés doivent, avec d'autres facteurs, disposer d'une combinaison politico-culturelle plutôt fonctionnelle, générant un ordre plus juste. Pour ceux qui seraient tentés de me dire qu'un monde de croissance ne serait pas soutenable, le PIB ne mesure en rien une quelconque empreinte écologique, il ne dit rien sur le degré de décarbonation de la production ou des transports. Le PIB n'est cependant pas idéal. Se référer au PIB c'est comme regarder les revenus d'une compagnie.
Un observateur plus avisé vous questionnera sur le profit, et un investisseur sur la valuation de la compagnie. La valuation d'une compagnie est liée à la confiance placée dans son management quant à sa capacité à dissiper l'énergie dans le futur. Mais faute de mieux, regardons le PIB de la France. Il décroît depuis 2008 alors même que la part du PIB utilisée en dépenses publiques augmente constamment, atteignant 65% en 2020. Comme le rappelle Baudouin du Buisson dans son livre Le retour de l'économie réelle, tous les PIB ne se valent pas, et il ne faut pas confondre activité et création de richesse. Les dépenses administratives, les soins de santé, les accidents de voiture, etc. ne sont pas des créations de richesse. Comment un pays s'enrichit-il vraiment? Par la production et l'exportation de biens et services. On ne peut pas comparer le PIB de la Corée du Sud qui repose à 46% sur la production industrielle largement exportée contre celui de la France qui repose à 11% sur la production. Un PIB reposant sur la production indique une réelle création de richesse, pas celui reposant principalement sur la consommation de richesse. Dans ces conditions, vous aurez beau avoir de la croissance, vous n'augmenterez pas le bien-être des individus car la part d'énergie dissipée constituant le PIB sera très mince. Pourquoi les Français ne changent pas de cap? Car ils ne questionnent pas le futur et quand ils le font, c'est pour aller vers plus d'État, moins de liberté et moins de nation. Il existe un pacte tacite entre une oligarchie incompétente et les inactifs. Ils sont nuls, mais ils parviennent à se faire réélire sur la seule promesse de continuer à tirer la sève des actifs au profit des inactifs qui vont générer une croissance pernicieuse reposant sur la consommation. Quel système politique? On peut noter que parmi les systèmes passés et actuels, certains sont meilleurs que d'autres. Il me semble tomber sous le sens que le libéralisme associé au capitalisme est préférable au système planificateur comme le communisme ou le nazisme et qu'il a démontré qu'il sert mieux d'une vision du monde prométhéenne que ses concurrents directs. Je faisais référence au PIB de la Corée du Sud, cette dernière est d'ailleurs un laboratoire extrêmement intéressant à ce titre puisqu'on peut la comparer à son versant communiste, la Corée du Nord. Le marché libre a offert aux pays l'ayant adopté le PIB le plus haut. Mais pourquoi? Sûrement parce que le libéralisme offre un bon compromis naturel entre stabilité et malléabilité qui rend une société plus adaptable. On a beau l'accuser de tous les maux, le danger me semble bien venir des factions qui cherchent à abuser de ses faiblesses afin d'établir un ordre aussi illibéral qu'illégitime. Cela relève d'un abus de langage d'affubler le sobriquet de « libéraux » à des individus voulant réglementer toujours plus la vie des gens jusqu'à rendre le privé politique. Bien adaptée à la reconstruction d'une société d'après-guerre, la structure économique de l'URSS s'avère beaucoup moins adaptable que celle des États-Unis. La bureaucratie soviétique freine son évolution. La sélection naturelle va favoriser la culture libérale, parce que c'est l'espèce culturelle la plus adaptable au changement. En favorisant la compétition et les inégalités, elle facilite l'adaptation de la société à un progrès technique de plus en plus rapide. Inexorablement le « modèle américain » l'emporte. François Rodier, Thermodynamique de l'évolution. Au contraire, le libéralisme respecte le mieux la vie et l'évolution car il permet l'émergence d'un ordre spontané. C'est ainsi que François Rodier, de manière bien inspirée et en s'appuyant sur les travaux de Valéry Chalidze, établit un lien entre l'entropie et la monnaie. Il arrive à la conclusion qu'en maximisant son profit, le producteur maximise son taux de production d'entropie. Ce faisant, il importe effectivement de l'information sur son environnement, ici sa clientèle. Il adapte sa production à sa clientèle. Je suis donc plutôt agnostique sur le système à mettre en place tant qu'on se dote de vrais outils de mesure efficaces pour mesurer la maximisation de la dissipation d'énergie. Cependant, souvenez-vous de ce que j'ai dit dans mon article sur la conscience, on peut voir les sociétés humaines comme des domaines d'easing avec deux positions représentant l'opinion des gens. Et c'est pourquoi le concept de gauche-droite a du sens. Au final, il se réduit à cela et aucune position intermédiaire n'existe. Vous êtes soit à gauche, soit à droite et les gens à droite et à gauche vont tenter de convertir les gens autour d'eux afin d'accroître la domination de leur domaine d'easing. Mais Stuart Kauffman nous enseigne que les meilleurs compromis semblent se produire à la transition de phase entre l'ordre et le chaos. C'est pourquoi je suis à droite, car je pense qu'aujourd'hui, nous vivons dans un système qui tend à gauche et qui nous impose de plus en plus d'entropie, de chaos et que nous avons besoin de revenir vers plus de stabilité et d'ordre afin de trouver ce meilleur compromis. En réalité, d'un point de vue de la philosophie politique, le terme de centriste radical, radical compris comme absolu, signifiant indépendamment du contexte qui peut m'amener à être à gauche ou à droite, ou centriste prométhéen me convient le mieux afin de mettre en avant cette recherche d'optimisation se trouvant lors d'une transition de phase. J'ai, pour cela, une différence de point de vue fondamentale avec Romain d'Aspremont, qui revendique le terme de droite prométhéenne, qui s'appuie sur une structure hiérarchique et un état fort,
donc un archétype de droite. Je vois dans cette rigidité, pour ma part, un manque de malléabilité préjudiciable. Mais je partage avec lui la figure de Prométhée. Il incarne bien cette recherche d'un ordre juste, lui qui d'après Nietzsche est un dieu qui, sous un masque dionysien, figure du chaos, se révèle chercher la justice apollinienne, l'ordre. Le Prométhée d'Échille, à ce point de vue, un masque dionysien, tandis que, par le sentiment profond d'équité dont nous avons parlé plus haut, Échille trahit sa descendance ancestrale d'Apollon, le dieu clairvoyant, le dieu de l'individuation et des limites imposées par l'esprit de justice. Et ainsi la double nature du Prométhée échilléen, son essence à la fois dionysienne et apollinienne, pourrait être condensée dans cette formule sommaire: tout ce qui existe est juste et injuste, et dans les deux cas également justifiable. Nietzsche, naissance de la tragédie. Je pense que notre système actuel souffre de deux choses, il ajoute constamment un surplus d'ordre inique et d'autorité afin de pallier un défaut de stabilité naturelle lié à l'hétérogénéité du peuple. Nos États-nations se dirigent inéluctablement vers plus d'États et de restrictions et moins de nations. Cet audio vous a plu ? Abonnez-vous à notre chaîne afin de recevoir tout notre contenu et soutenez-nous sur Tipeee, le lien est dans la description.